Tu joues quelque chose? Tu joues un instrument? L'harmonica. Ah, ça, tu me l'avais dit ça. Bonsoir, chers amis. Le voici, Jean-Martin Hassan, à cette web diffusion qui fait suite au débat où il n'était pas invité. Serais-tu, Jean-Martin, le premier à avoir gagné un débat sans y avoir été? Il y a de bonnes chances parce que c'est la première fois qu'un parti représenté à l'Assemblée nationale n'était pas invité à un débat. Donc, oui, je pense que oui. Il faut peut-être rappeler ici les étapes qui ont mené à pourquoi on fait cette web diffusion et pourquoi ON est tout seul, parce qu'on s'est dit on n'est pas invité à ce débat-là, donc on n'invitera pas les autres au nom, à notre diffusion à nous. Mais c'est quoi les étapes là, de ce scandale-là? Bien, en fait, dès le départ, les médias ont invité que 3 grands partis à la plupart des débats. Et ensuite, ils en ont ajouté un 4e pour les débats de ce soir. Et c'est, comme je le disais, la première fois qu'un parti qui est représenté à l'Assemblée nationale ne soit pas invité au débat. Donc, on a fait des procédures juridiques. On a utilisé les outils juridiques à notre disposition pour faire valoir la loi électorale et faire valoir notre droit d'être au débat. Mais malheureusement, le juge a conclu qu'on n'avait pas gain de cause. Ce qui fait que pour la première fois, comme je le disais, un parti représenté à l'Assemblée nationale n'a pas participé au débat des chefs et on espère que c'est la dernière. Bon, alors ceci étant réglé, comment as-tu trouvé le débat? Un peu superficiel. Je pense que si on avait été là, il y aurait clairement une 5e voix qui aurait été entendue, une voix qui n'est pas du tout la même que les 4 partis qui étaient présents ce soir. Par exemple, sur la question nationale, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'on s'accusait de part et d'autre d'être fédéraliste ou souverainiste, mais on n'expliquait pas aux gens pourquoi il faut être fédéraliste ou pourquoi il faut être souverainiste. On faisait que s'accuser d'être l'un ou l'autre. Alors que si on y avait été, on aurait pu parler des avantages d'être un Québec souverain, que ce soit sur le plan culturel, linguistique, économique, quel qu'il soit. Sur le plan des ressources naturelles aussi, on s'est enfermé un peu dans un débat de redevance, alors qu'Option nationale aurait pu porter la voix de la nationalisation des ressources naturelles. Il faut avoir la même audace que René Lévesque a eue avec Hydro-Québec de nationaliser nos ressources naturelles et on aurait pu amener cet argument-là ce soir aussi. Sur le plan de la gratuité scolaire aussi, on n'en a pas parlé beaucoup. La gratuité scolaire, tous les pays qui l'ont instaurée se sont rendus compte que c'est un revenu et non un coût. Et si on avait été là, on aurait pu amener ces arguments-là. Mais encore une fois, les partis traditionnels se sont enfermés dans un débat sur la hausse ou non des frais de scolarité, alors qu'il faudrait réduire les frais de scolarité. Et même économiquement parlant, ce serait bénéfique pour le Québec, mais on n'a pas pu l'expliquer ce soir parce qu'on n'y était pas. C'est un peu beaucoup garrocher des chiffres dans ce débat-là. Il y avait 4 thèmes qui ont été abordés. D'abord, économie, gouvernance, politique sociale, questions nationales et identité. Prenons-les un par un. Juste économie. Qu'est-ce qui n'a pas été dit qui aurait été dit par Jean-Martin Hassan? Bien, encore une fois, économiquement parlant, si on était un pays souverain, ça irait beaucoup mieux parce que les milliards qu'on envoie à Ottawa pourraient servir ici à développer nos secteurs stratégiques. Et donc, plutôt que d'envoyer des milliards qui s'en vont dans l'automobile en Ontario ou dans les sables bitumineux ou dans un chantier naval à Vancouver, on développerait nos secteurs stratégiques que sont la forêt, l'aéronautique, les nouveaux médias, le multimédia, et les nouvelles énergies aussi. Donc, sur le plan économique, la souveraineté serait un pas de géant pour le Québec, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il faut aussi expliquer que la péréquation, c'est une illusion de dépendance. On ne dépend pas du tout de la péréquation. C'est souvent l'argument final pour un fédéraliste de dire qu'il faut rester au sein du Canada. Mais la péréquation est une illusion de dépendance. Si on stoppait tout de suite les dédoublements de tous les ministères, juste ça, ça vaut plus que la péréquation. Donc, on garderait chez nous notre argent et on pourrait beaucoup mieux se développer. Donc, sur le plan économique, la souveraineté n'a même pas été effleurée comme argument économique, alors que c'est le principal outil de développement pour le Québec, d'avoir tous ces leviers de décision lui-même. Et là, on commence à avoir des questions, des tweets, mais si on parle de gouvernance ensuite, ça aussi, il y en a été question. Sur le plan de la gouvernance, tout découle du financement des partis politiques, parce que toutes les allusions de collusion et de corruption qu'il y a eu ces dernières années au Québec, ça découlait toujours d'entrepreneurs qui n'étaient pas très loin d'un parti donné et qui avaient souvent donné généreusement à la caisse d'un parti et qui se retrouvaient, comme par hasard, avec des contrats publics à prix un peu plus élevé que ce que ça aurait dû être. Donc, à la source de tout ça, il y a le financement des partis politiques. Il faut simplement bannir les dons privés aux partis politiques et en faire un système complètement public. Et les gens qui pensent que ça coûterait plus cher à l'État, c'est l'inverse, en fait. Ça coûterait beaucoup moins cher parce que les centaines de millions en collusion et en corruption
que vous et moi devons payer avec nos taxes et impôts chaque année. On éliminerait une bonne partie de ça. Donc déjà là, ce serait extrêmement rentable d'avoir un système public. Il ne faut pas oublier que le gouvernement donne déjà des millions de dollars aux partis politiques sous forme de crédits d'impôt ou de remboursement de dépenses électorales. Et les crédits d'impôt, le plus étrange là-dedans, c'est qu'on se trouve à subventionner des gens qui donnent aux partis politiques, parfois avec des mauvaises intentions, parce qu'ils reçoivent en plus des crédits d'impôt pour les dons qu'ils font, en espérant en plus un retour d'ascenseur du gouvernement au pouvoir. Donc, tout l'aspect gouvernance découle en bonne partie du financement des partis politiques et il faudrait un système public de financement des partis tel qu'on le prône dans notre plateforme. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose qui se fait seulement après l'indépendance ou ça se fait avant ou ça se fait pendant? Ça se fait tout de suite parce que sur le plan du crédit d'impôt, le gouvernement du Québec pourrait très bien décider que ça marche autrement et la loi sur le financement des partis politiques, d'ailleurs, est une loi québécoise. Donc, on pourrait dès aujourd'hui instaurer un mode de financement public des partis politiques qui réglerait une bonne partie de tous les scandales de collusion et de corruption dans le monde des travaux publics. Merci. Il y a aussi la question des politiques sociales qui a été abordée, où on a notamment parlé d'éducation, mais oui, c'est plus large. Bien, justement, dans le domaine de l'éducation, on n'a pas beaucoup, après le printemps qu'on a connu, on n'a pas beaucoup parlé du conflit étudiant et de la racine de ce conflit-là et des conséquences de ce conflit-là. Et si on avait pu être au débat, on aurait vraiment ramené le dossier de la gratuité scolaire, en fait, à l'avant-plan, parce que, comme je le disais, contrairement à ce que bien des gens pensent, la gratuité scolaire, ce n'est pas un coût, c'est un revenu. Et tous les pays dans le monde qui ont instauré la gratuité scolaire se sont rendus compte qu'en moyenne, les gens vont plus longtemps à l'école, donc ils ont des salaires plus élevés en sortant de l'école, et donc ils payent plus d'impôts qu'ils n'en auraient payé sans la gratuité scolaire. Ce qui veut dire que les entrées d'impôts supplémentaires valent plus que les frais de scolarité qu'on a annulés. Donc, la gratuité scolaire, ce n'est pas un coût pour l'État, c'est un revenu. Et donc, ceux qui se préoccupent de l'aspect économique de la gratuité scolaire devraient être en faveur de la gratuité scolaire et non contre. Non. Un argument clair, ça me semble qu'on ne l'a pas entendu, même pas de Françoise David, en fait. Non, pas à ma connaissance, en fait. Oui, on a peut-être eu une attention distraite. Oui, parce que tu étais là. Oui, c'est ça, on n'arrêtait pas de se dire des niaiseries. Et le dernier sujet qui a été... Le hasard a voulu que ce soit le dernier sujet, question nationale et identité. En fin de compte, c'est une question qui est présente dans tous les autres thèmes dans la vision d'Option nationale. Oui, et d'ailleurs, dans les sondages, c'est vrai que c'est rare que le thème numéro 1 qui revient comme priorité absolue des Québécois, c'est le mot souveraineté. Sauf que tout ce que les Québécois mentionnent comme priorité est relié à la souveraineté. C'est-à-dire, par exemple, si on parle de santé, d'éducation, d'infrastructure, d'institutions, un Québec souverain aurait tous les outils pour gérer tous ces dossiers-là beaucoup mieux qu'un Québec province qui a une main attachée et qui se fait imposer des décisions par un autre ordre de gouvernement que le gouvernement québécois. Donc, quelles que soient les priorités que les gens mentionnent dans leur sondage sur quelle est la priorité du jour, la souveraineté est toujours reliée à ça. Et c'est ce qu'il faut expliquer en tant que leader souverainiste. Tous les partis souverainistes devraient s'attarder à ça. C'est que la souveraineté va nous aider à mieux gérer tout ce qui préoccupe les gens au quotidien. Donc, c'est très concret, la souveraineté. C'est relié à tous les dossiers qui nous touchent au quotidien. Mais quand même, si présentement, on dénonce qu'on se fait avoir à l'intérieur des moyens d'une province, c'est tout de même qu'il n'y a pas moyen d'arrêter de se faire avoir à l'intérieur des moyens de la province. Ça, c'est sûr qu'on peut avoir de meilleurs gouvernements au Québec, même en tant que province, et on a été assez mal servi ces dernières années, il n'y a pas de doute là-dessus. Et moi, je pense aussi, en plus, que le jour où la question nationale sera réglée, on aura moins de problèmes sur le plan du gouvernement qu'on élit à Québec. Parce qu'en ce moment, il y en a quand même qui font tout ce qu'ils peuvent pour éviter que des souverainistes reviennent au pouvoir. Et ça mène à une partie des scandales qu'on a connus ces dernières années, que ce soit le scandale des commandites il y a un petit bout de temps, ou le scandale de toutes les allusions de collusion et de corruption dans le financement des partis politiques reliés à des travaux publics. Je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour éviter que des souverainistes reviennent au pouvoir. Et ça mène parfois à des décisions un peu douteuses. Et donc, il y a des choses qu'on peut changer tout de suite au Québec, mais c'est certain que le jour où on aura tous les outils pour changer ces choses-là, on sera simplement plus efficace dans le fait de régler tout ça. Donc, la souveraineté, vraiment, est urgente et nécessaire, je dirais. Et c'est pour ça qu'en fait, la grande distinction entre Option nationale et le Parti québécois, pour ne pas le nommer, c'est qu'au PQ, on dit que ça arrivera peut-être un jour si le moment est opportun, et nous, on trouve que le moment opportun, c'est maintenant. Oui, pour que plus jamais l'unité nationale serve d'excuse à dire « Que voulez-vous? On n'avait pas le choix, il fallait sauver le Canada! » Alors, par exemple. Ça sera ça. Par exemple, oui. Puisqu'on en est à évoquer d'autres personnages, je vais aller à ceux qui nous tweetent des questions tout de suite.
On a quelqu'un, Stéphanie Desforges de Facebook, qui, oui, c'est une belle ville ça, Facebook, je suis déjà allé, qui se demande, est-ce qu'ON s'engage à prendre des mesures concrètes pour protéger l'environnement? Bien sûr, dans notre Constitution, en fait, Option nationale, à l'article 1.4 de notre plateforme, s'engage à écrire une Constitution avec la plus grande participation populaire possible. Et dans cette Constitution-là, on enchâsse en fait le principe de développement durable, ce qui veut dire que tout développement au Québec devra respecter les 3 conditions du développement durable, soit l'économique, la rentabilité, le social, est-ce que les gens en veulent ou non, et l'environnemental, est-ce qu'on peut le faire de façon propre. Donc, ce sera constitutionnellement respecté au Québec, le développement durable, ce qui est la garantie la plus solide, en fait. Je vais me permettre d'ajouter une sous-question parce qu'il y a... Alors, l'environnement, ça, c'est le thème précis. Il n'y a personne qui ose dire qu'il est contre l'environnement, mais ça se décline dans des sujets précis. Par exemple, l'amiante. Oui. On a un gouvernement qui vient d'accorder une énorme subvention pour développer cette industrie-là. On sait que ça peut avoir une certaine popularité localement, quoique c'est pas unanime non plus. Option nationale se positionne comment? Le débat de l'amiante, ce qui est trompeur là-dedans, c'est qu'on peut trouver des grands docteurs spécialistes qui vont dire qu'il y a une façon utilitaire ou sécuritaire d'utiliser l'amiante, et il y a des grands spécialistes qui vont vous dire qu'il n'y en a pas de façon sécuritaire d'utiliser l'amiante. Donc, on peut toujours trouver un spécialiste, entre guillemets, qui va appuyer une cause s'il y a un contrat pour appuyer la cause. La seule preuve dont on a besoin, c'est que les seuls pays au monde qui achètent encore et qui importent encore de l'amiante, ce sont des pays en voie de développement. Tous les pays riches ont trouvé une alternative pour se débarrasser de ce produit-là. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher de grands spécialistes pour savoir que ce n'est pas un produit qui est souhaitable à utiliser. Et donc, le Québec devrait cesser tout de suite d'exporter l'amiante. Et d'ailleurs, la région Chaudière-Appalaches et de Beauce, où on veut repartir ces mines-là, a beaucoup d'autres potentiels dans les matériaux composites, dans les plastiques, dans le matériel de transport. Donc, on pourrait créer beaucoup plus d'emplois en utilisant des créneaux porteurs et plus d'avenir que l'amiante. Voilà, c'est dit. On a une autre question qui nous provient d'Anne-Marie Côté, c'est sur Twitter. Qu'est-ce qu'Option nationale prévoit pour la culture et les productions de chez nous, le développement des arts? On veut mettre en place beaucoup plus d'incitatifs fiscaux, en fait, pour le développement de produits culturels québécois, l'exportation de produits culturels québécois, et aussi, on veut initier en bas âge les Québécois à tout le secteur culturel, c'est-à-dire davantage de visites au musée par les écoles, davantage de spectacles, même la production de spectacles, parce qu'on sait que des enfants qui prennent de bonnes habitudes en bas âge, en fait, vont les garder par la suite, dans la plupart des cas. Donc, on veut encourager sur le plan fiscal et sur le plan de la fréquentation et de la production tout ce qui est produit culturel québécois, parce qu'on sait que la créativité québécoise est assez unique au monde et il faut l'encourager. Bien, et cette créativité québécoise, est-ce qu'elle s'exprime nécessairement en français? Elle s'exprime majoritairement et de façon commune en français, puisque la langue officielle et commune du Québec, ça doit demeurer le français, sauf qu'il y a une communauté historique anglophone au Québec qu'il faut respecter. Les gens pour lesquels il faut faire en sorte qu'ils adoptent le français, c'est les nouveaux arrivants. Les gens qui, partout dans le monde, choisissent de venir vivre au Québec doivent savoir qu'en arrivant ici, ils doivent vivre dans une langue commune qui est le français. Ceci dit, la communauté historique anglophone a des droits et devrait les conserver puisqu'elle fait partie de ce qui a fait l'histoire du Québec aussi riche qu'on la connaît, au même titre que les Autochtones, en fait, dont on n'a même pas entendu parler dans le débat ce soir. C'est très dommage parce que la culture québécoise est devenue ce qu'elle est en partie grâce aux Autochtones aussi, et il faut les respecter davantage dans leurs revendications, je dirais, et nous qui sommes en faveur de l'autodétermination des Québécois face à leur avenir, il faut au moins donner le même droit aux Autochtones dans leur autodétermination, et je trouve assez dommage qu'aucun des partis ce soir n'ait prononcé le mot Première Nation. C'est pas la première fois, parce que c'est souvent les grands oubliés de chacun de nos débats. Une fois que, quand il y a un Autochtone qui lève la main, on dit oui, oui, c'est important, mais ça ne fait pas une partie intégrante d'une vision. Parce que des fois, on se dit, ah ben, il y a du racisme de part et d'autre, et c'est un sujet touché, il ne faut pas toucher à ça. Je pense qu'il y a davantage d'incompréhension de part et d'autre, en fait, parce qu'on se parle pas assez. Si on se connaissait mieux, on se comprendrait mieux, c'est certain. Et moi, je suis très optimiste que les Premières Nations, autant que la communauté historique anglophone, autant que les nouveaux arrivants, doivent faire partie du projet de souveraineté du Québec, parce qu'on est 8 millions au Québec, on est tous Québécois, et tout le monde va bénéficier d'un Québec plus prospère, quelle que soit son origine quand il arrive ici, ou qu'il soit Première Nation ou anglophone ou francophone, tout le monde bénéficiera d'un Québec souverain. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'espoir face aux communautés autochtones parce que je donne tout le temps l'exemple des Abénaquis. Les Abénaquis sont en fait maintenant dans 2 communautés autochtones qui s'appellent Wolinac et Odanak. Ces 2 communautés-là sont dans mon comté, Nicolet-Yamaska, qui a été renommé Nicolet-Bécancour. Et la dernière fois, aux élections, les 2 communautés autochtones ont élu un souverainiste, moi-même majoritairement, simplement parce que je suis allé les voir et que je leur ai parlé.
comme à tout autre Québécois, des avantages de la souveraineté et ils ont voté pour un souverainiste. Donc, il y a beaucoup d'espoir de ce côté-là. Quoi. Enfin, quoi. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit oui, chez eux précisément. C'est en plein ça, on a bien acquis. Bon, je l'avais. J'ai envie de replonger dans l'espèce de simulation de débat qu'on se fait sans aucune personne. Bon, je peux faire Jean Charest si jamais ça peut aider. Est-ce qu'il faut que je fasse Pauline Marois, non? Non, toi, tu fais celui qu'on aurait voulu qu'il soit. Parce que c'était un débat avec des one-on-one, des face-à-face, où les gens se posaient des questions. Et j'étais curieux de savoir quelles questions tu aurais posées à Jean Charest. Bien, tout simplement, je lui aurais demandé, est-ce qu'une fois dans sa carrière, en tant qu'homme politique, il y a eu en tête les intérêts collectifs plutôt que des intérêts particuliers dans les décisions qu'il prenait pour le Québec? Parce que ces dernières années, on a eu trop d'illustrations de décisions qui étaient prises dans l'intérêt d'un lobby particulier, d'un secteur industriel particulier et dont la population ne voulait pas. Et le lobby principal que devrait toujours écouter un gouvernement, c'est la population qui l'a élu, évidemment. Et on est vraiment aux prises avec un gouvernement qui a une autre attitude que ça. Oui, mais pense sérieusement qu'il répondrait « c'est vrai ». Non, il répondrait sans doute avec une série de chiffres encore. Souvent, d'ailleurs, les chiffres que M. Charest utilise sont souvent très trompeurs. Il va, par exemple, vous dire qu'il va se créer 250 000 emplois au cours des prochaines années, alors que la croissance naturelle de la population en termes d'emplois mènerait à peu près au même chiffre. Ou quand il parle de 70 d'augmentation sur une période de 10 ans, mais quand on ramène ça à un taux annuel de croissance, c'est à peu près la croissance qu'on a toujours connue. Donc, c'est vraiment pernicieux d'utiliser des chiffres hors contexte, et M. Charest est devenu un artiste là-dedans, un spécialiste. Je ne permettrai pas à quelqu'un qui a porté le carré rouge de remettre en question mes chiffres. Je pense qu'il aurait pu dire ça aussi. Il aurait peut-être pu m'accuser d'avoir été pour la violence et l'intimidation parce que j'ai porté un carré rouge, mais à la base, le carré rouge, c'était de s'opposer à la hausse des frais de scolarité. Et comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes, la gratuité scolaire, c'est premièrement, socialement et philosophiquement, un principe magnifique qu'il n'y a pas de barrière financière aux études, mais en plus, sur le plan économique, pour ceux qui aiment mieux parler de dollars et d'économie, c'est un revenu et non un coût pour l'État tel que tous les pays dans le monde qui l'ont instauré l'ont prouvé. Oui, je pense que ça aurait été le fun aussi si tu lui avais parlé de sa déclaration. Je pense qu'il était en France et il avait dit, en effet, le Québec a les moyens d'être indépendant, mais on pense que c'est pas le time. Mais tu sais, d'essayer de le gagner à ton bord. Bien, en fait, les premiers ministres québécois qui sont fédéralistes ont toujours, à un moment ou l'autre de leur carrière, fait des déclarations qui nous indiquaient clairement qu'ils savaient très bien que le Québec avait tout ce qu'il fallait. M. Bourassa, d'ailleurs, avec son fameux « quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse », c'était très clair aussi. Ça manquait juste un petit peu de nerf, mais c'était clair. Ça manquait un peu de volonté de le faire à ce moment-là. Et d'ailleurs, à l'époque, M. Bourassa avait promis aux Québécois de faire un référendum sur la souveraineté. Il avait utilisé l'excuse de Charlottetown pour dire que c'était le référendum qu'il avait promis, ce qui n'était pas du tout la même chose. Mais bref, M. Charest avait déclaré effectivement en France qu'on avait tout ce qu'il fallait pour devenir un pays. Il s'était vite corrigé, ayant réalisé qu'il s'était mis le pied dans la bouche un peu. Mais tout le monde sait, en fait, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les réalités, les comparaisons internationales, tout le monde sait très bien que le Québec a tout à gagner à devenir un pays, y compris sur le plan économique, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, si on continue dans les face-à-face, qu'est-ce que tu aurais aimé demander à François Legault, un ancien collègue? M. Legault avait écrit en 2004 un document qui s'appelait « Le courage de changer », dans lequel il disait clairement qu'un Québec-province ne pourrait jamais régler ses problèmes en éducation et en santé, spécifiquement ces deux domaines-là qu'il identifiait. Et en revenant en politique, il nous a dit qu'il fallait régler les problèmes en santé et en éducation avant de devenir un pays. Donc, il a complètement dit l'inverse de ce qu'il avait lui-même écrit, et son document aurait dû s'appeler « Si j'avais le courage de changer », finalement. Mais bref, il avait renié à peu près tout ce qu'il écrivait dans ce document-là lors de son retour en politique il y a quelques mois. Et si tous les pays du monde avaient l'attitude de M. Legault, avait pris cette attitude-là de se dire on va régler nos problèmes avant de devenir un pays, bien, il n'y aurait aucun pays dans le monde parce que tous les pays de la planète ont des problèmes à régler au quotidien. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut avoir nous-mêmes les solutions à nos propres problèmes ou on veut se les faire imposer par une autre nation qui n'est pas une mauvaise nation, ni meilleure ni moins bonne que nous, simplement différente, et qui a un Parlement qui ne siège même pas au Québec, qui ne connaît pas tellement le Québec et qui ne vient jamais au Québec. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut nous-mêmes choisir les solutions à nos problèmes? Et la réponse est évidemment oui, on devrait se gérer nous-mêmes. Et à ceux qui sont tentés de renouveler le fédéralisme, comme je l'ai tweeté ce soir, en fait, c'est futile de tenter d'améliorer les aptitudes d'un autre peuple à bien nous gérer. Il faut se prendre en main nous-mêmes et gérer nos propres problèmes nous-mêmes. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il aurait répondu à ça, lui, mais j'étais aussi, évidemment, il y a Françoise David, on peut dire Option nationale et Québec solidaire, sur plusieurs points, ont un programme, il y a plusieurs éléments en commun, notamment vous êtes des partis qui sont en faveur de la gratuité scolaire. Et
d'après ce que j'entendais dans les gens qui suivaient ça, Françoise David est assez bien ressortie dans ce débat et les positions de Québec solidaire. Qu'est-ce que tu aurais demandé? Madame David n'a pas eu un mauvais débat, ça c'est clair. La grande distinction, une des grandes distinctions entre Option nationale et Québec solidaire, c'est la question nationale, évidemment. Québec solidaire n'a pas comme raison d'être la souveraineté du Québec. Option nationale a vu le jour pour faire du Québec un pays. C'est majeur comme différence. Et je suis convaincu qu'un parti qui n'a pas comme raison d'être de faire la souveraineté du Québec ne la fera jamais, parce que lorsqu'on arrive au pouvoir, on est envahi tout de suite par la gestion de l'État au quotidien. Et si on n'a pas déjà un plan précis pour faire du Québec un pays, on n'a pas le temps de commencer à penser à ça. Donc, c'est la grande différence entre Option nationale et les deux autres partis qui se disent souverainistes. Sur le plan individuel, je n'ai jamais nié que ces gens-là pouvaient être souverainistes, mais sur le plan institutionnel et dans le message de leur plateforme, c'est plus un peut-être qu'un oui pour la souveraineté du Québec. Et c'est là qu'Option nationale a toute sa raison d'être, parce que la dernière fois qu'on a demandé aux Québécois « Voulez-vous d'un pays plutôt que d'une province ?» ils ont répondu oui à 50 %. Donc, s'il y avait eu une élection le 4 septembre avec 2 options pour le non et 2 options pour le peut-être, il aurait clairement manqué une option claire pour le oui, et c'est ce qu'Option nationale représente aujourd'hui. Et pour en avoir discuté beaucoup avec M. Kadir à l'Assemblée nationale, pour lui, la souveraineté doit passer par la gauche. Et nous, Option nationale, on pense que la gauche ou la droite passera par la souveraineté. Parce que tant qu'on n'est pas souverain pour décider entièrement de ce qui se passe chez nous, l'autre gouvernement auquel on envoie nos impôts hors Québec pourra toujours venir annuler nos politiques ici et faire en sorte que notre décision gauche ou droite soit annulée. Donc, il faut être souverain pour être vraiment à gauche ou à droite. Et ça, ce sera à la population du Québec de déterminer si on sera à gauche ou à droite. Finalement, c'est peut-être le changement le plus à notre portée d'enfin nous définir. Et à ce moment-là, ça sera un mix de gauche et de droite qui représentera le Québec. Bien, il y a fort à parier que, comme dans toutes les nations d'Occident ou même du monde, ça va alterner entre des gouvernements de centre-gauche et de centre-droite au Québec, comme en Allemagne, en France, aux États-Unis. Ça alterne entre le centre-gauche et le centre-droite quand les gens sont un peu tannés d'un gouvernement. Ils en élisent un de l'autre côté du spectre politique, disons. Mais tant qu'on n'est pas souverain, on ne pourra pas décider entièrement d'être à gauche ou à droite. Et en fait, la phrase que j'utilise pour illustrer ça, c'est qu'avant d'être à gauche ou d'être à droite, il faut être. Beau, hein? C'est très beau. Oui. Là, j'ai l'impression d'être dans une infopub. Wow, tu sais. Ben, c'est un peu ça, on est Ce n'est pas d'accord. tout. Mais Mario Dumont fait ça aussi tous les jours. Fait que, alors, je l'ai gardé pour le dessert parce que c'est ton ancienne patronne, Pauline Marois. Qu'est-ce que tu lui aurais demandé? Bien, j'aurais demandé à Mme Marois, dans les dernières années, combien de fédéralistes avez-vous convaincu de devenir souverainistes? Ou combien d'heures avez-vous passé à votre table de travail à vous demander comment faire avancer le projet de souveraineté plutôt que de simplement faire mal paraître le parti au pouvoir pour reprendre le pouvoir? Et comme je le disais tout à l'heure, je ne doute absolument pas du souverainisme de Mme Marois sur le plan personnel, mais l'institution qui est devenue le Parti québécois est trop floue dans son message souverainiste et pourrait, en fait, le PQ pourrait être au pouvoir pendant 4, 8 ou 12 ans sans faire la souveraineté et ne pas renier son programme. Ce qui est un non-sens pour un parti qui se dit souverainiste et qui devrait avoir la souveraineté comme raison d'être. Donc, il faut vraiment être clair avec l'électorat. Et si Jean Charest disait « Élisez-moi et je verrai si le moment est opportun pour être fédéraliste après l'élection », il ferait un peu rire de lui et avec raison. Et donc, les souverainistes doivent être aussi clairs que les fédéralistes et dire « Si vous nous élisez, on va faire en sorte que le Québec devienne un pays. » Et je pense que l'électorat mérite cette clarté-là. Et le jour où tous les partis seront clairs comme ça dans toutes leurs positions, les gens se réintéresseront beaucoup plus à la politique. Bien. Mais en même temps, le fédéralisme, c'est comme le setting par défaut. Fait qu'il n'a pas besoin de le défendre, il est là déjà. C'est sûr que l'inertie est en faveur du fédéralisme. Mais si on veut aller de l'avant avec la souveraineté, il faut d'abord en parler et être convaincu soi-même comme leader souverainiste que c'est la chose à faire. Et il ne faut surtout pas dire aux gens, on verra si le moment est opportun, si le vent souffle dans le bon sens. Parce qu'encore une fois, moi, je pense qu'il y a 2 attitudes à avoir comme parti politique au Québec. Soit on est souverainiste et on veut la faire, ou soit on veut être un gouvernement provincial, de gestion provinciale. C'est un ou l'autre. On ne peut pas être un gouvernement de gestion provinciale et faire la souveraineté parce que, comme je le disais, on va tout de suite être envahi par la gestion de l'État si on n'a pas un plan clair en arrivant au pouvoir. Et pour l'instant, la plateforme du Parti québécois ressemble beaucoup plus à une alternative de gouvernement provincial qui sera peut-être mieux que le gouvernement libéral. C'est dur de faire pire, mais il faut le dire clairement. Et si le Parti québécois disait aux électeurs « Nous sommes une alternative provincialiste au Parti libéral », je les trouverais très honnêtes intellectuellement de dire ça. Et ce qui m'embête un peu, c'est qu'ils continuent à prétendre qu'ils sont l'option pour les souverainistes au Québec, alors que dans leur programme, c'est même plus clair qu'ils veulent faire la souveraineté. Donc, il faudrait un peu plus d'honnêteté intellectuelle et dire qu'ils sont une alternative aux libéraux pour gérer la province et non pour faire la souveraineté.
Mais quand même, c'est un parti où tu as milité longtemps, où tu as été député. Il doit y avoir des choses que Pauline Marois a dit ce soir qui te réjouissaient, qui était le programme que tu as déjà défendu. Bien, il y a des choses dans toutes les plateformes de partis qui rejoignent Option nationale. En fait, il y a des plateformes qui se touchent sur quelques domaines pour tous les partis politiques, sauf que sur le plan de la souveraineté, encore une fois, qui était censé être la raison d'être du Parti québécois, qui l'était à l'origine, mais qui ne l'est plus aujourd'hui, c'est là qu'il y a un problème, je pense, parce qu'encore une fois, le Parti québécois dit encore aux électeurs souverainistes, c'est ici qu'il faut voter si vous voulez un pays, et dans son programme, n'a même plus le courage de montrer ça et de dire, si vous nous élisez, nous ferons du Québec un pays. Il préfère aller chercher les indécis en parlant d'autres choses, et ça, je pense que c'est une abdication de leadership devant un indécis de parler d'autres choses plutôt que d'essayer de le convaincre que la souveraineté est ce qu'il y a de mieux pour le Québec. Et encore une fois, le jour où tous les partis auront le courage de dire, voici ce qu'on pense qui est bon pour le Québec, aimez-vous ça, oui ou non? Ce jour-là, les gens se réintéresseront à la politique et auront confiance en leurs politiciens. Cela dit, c'est beau avoir un programme de pays et non de province, mais il y a après une élection, il y a un parti qui prend le pouvoir avec les moyens d'une province, ne serait-ce que quelques heures avant de faire l'indépendance, là? Bien, en fait, il faut être clair sur comment on va passer du statut de province au statut de pays. Et dans la plateforme d'Option nationale, c'est on ne peut plus clair. On fait le lit du Québec, qu'on appelle donc L pour loi, I pour impôt et T pour traité. Donc, on fait en sorte que le Québec vote toutes les lois qui nous régissent comme citoyens, qu'on perçoive nous-mêmes tous les impôts qu'on paye et qu'on signe nous-mêmes tous les traités internationaux qui nous lient aux autres nations du monde. Ça, on le fait par mandat électoral. Donc, ça ne peut pas être plus clair que ça si on est élu. Et ce sera clair au long de toute la campagne que c'est ce qu'on veut faire si on est élu. Et ensuite, on rédigerait une constitution du Québec qui n'en a toujours pas parce qu'on n'a jamais accepté celle que le Canada veut nous imposer. Et dans cette constitution-là, il y aurait les valeurs de base, évidemment, laïcité des institutions, égalité hommes-femmes, droits des aînés, développement durable dont on parlait tout à l'heure. Et il y aurait une déclaration de souveraineté dans cette constitution-là qui serait entérinée par la population. Donc, c'est très, très clair comme démarche de comment on va passer du statut de province au statut de pays souverain, comme il y en a à peu près 200 dans le monde et qui n'ont jamais regretté d'être maîtres chez eux. Et c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'un pays veuille redevenir une province ou un canton. On ne sera certainement pas les premiers à ressentir ça parce qu'on part d'un niveau de développement déjà plus élevé que tous les pays qui l'ont fait avant nous. Donc, le Québec a tout à gagner à devenir un pays, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ramène à une question qui nous provient de Twitter et qui a rapport un peu, on parlait des engagements du Parti québécois. Il y en a un aussi, un autre qui a été oublié et qui a été là très longtemps, qui est la réforme du mode de scrutin pour avoir la proportionnelle. On a Simon Marchand qui nous demande quelle forme prendrait la composante proportionnelle à l'Assemblée nationale que propose Option nationale. Bien, en fait, il y a autant de systèmes de scrutin proportionnel que de pays qui l'appliquent. Oui. Parce que dans bien des pays, on veut conserver des spécificités régionales, donc on compense un peu plus dans une région ou l'autre. Et donc, au Québec, il faudrait trouver le système idéal qui inclut une composante de proportionnalité. On a ici de grands spécialistes, en fait, en systèmes électoraux, incluant Denis Monnière, qui est un des candidats d'Option nationale dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Et il faudrait trouver le système idéal pour le Québec, mais ce qui est primordial de faire, c'est d'insérer au moins une composante de proportionnalité, parce qu'actuellement, on peut très bien gagner une élection et être gouvernement majoritaire avec moins de votes que l'autre parti. C'est arrivé en 1998. Le Parti québécois avait reçu moins de votes nationalement que le Parti libéral et a quand même formé un gouvernement clairement majoritaire, ce qui est une anomalie impensable. Et on ne peut pas être démocrate et vouloir perpétuer le système actuel. Parce que la seule raison qu'on pourrait vouloir perpétuer le système actuel, c'est que c'est bon pour notre parti. Et c'est le cas des deux partis qui alternent depuis 42 ans au pouvoir, les libéraux et les péquistes, qui ont tous deux ne parlent absolument pas de proportionnel dans leur plateforme, parce que l'absence de proportionnel les avantage comme parti, mais n'avantage pas du tout la démocratie la plus élémentaire et la collectivité. Donc, il faut que les Québécois aient l'audace de voter pour autre chose que ce qui favorise le système actuel. Il faut que les Québécois aient l'audace de voter pour un parti qui veut la proportionnelle, un parti qui veut nationaliser les ressources naturelles, un parti qui veut la gratuité scolaire et surtout un parti qui veut que le Québec devienne un pays, puisque c'est le seul destin normal ou naturel pour le Québec. OK, on s'entend là-dessus, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont d'accord avec la réforme du mode de scrutin, mais qui ne sont pas nécessairement pas souverainistes. Est-ce que c'est une réforme qui se fait avant de faire l'indépendance? Admettons que Option nationale a la balance du pouvoir et peut participer à la promulgation d'un nouveau mode de scrutin. Est-ce que parce qu'il y a des souverainistes qui pensent que ça peut nuire à l'accession à l'indépendance? Bien là-dessus, je vous dirais que ça a bougé avec le temps. Vous savez, à l'époque de René Lévesque, M. Lévesque était plus populaire que le Parti québécois et le Parti québécois était plus populaire que la souveraineté. Donc les gens se disaient,
La proportionnelle, ce ne serait pas bon. Maintenant, c'est l'inverse. La souveraineté est plus populaire que le Parti québécois et le Parti québécois est plus populaire que sa chef, Mme Marois. Donc, c'est complètement la situation renversée. Et de toute façon, c'est par principe démocratique qu'on veut instaurer la proportionnelle. Ce n'est pas par calcul politique. C'est normal que la proportion des sièges au Parlement corresponde à peu près à l'appui populaire pour chaque parti. C'est la démocratie la plus élémentaire. Donc, quel que soit notre statut, il faut qu'il y ait une composante de proportionnelle dans le mode d'allocation des sièges au Parlement. Et ça, c'est la démocratie la plus élémentaire qui le demande. Et de toute façon, un référendum, c'est une proportionnelle, aussi bien se pratiquer en gagner. C'est un bon point. N'est-ce pas? On retourne ici sur Twitter, Facebook et Twitter, en fait. Il y a une question qui provient de Janie Pelletier, Elisabeth et plusieurs autres. Donc, une question à voix multiples. Qu'arrivera-t-il à la monnaie canadienne, à l'armée canadienne, aux emplois fédéraux? J'attends des réponses claires et réalistes. Merci, je suis franchement impatiente. Alors, n'attendons plus. On a des impatientes. Sur la monnaie canadienne, les fédéralistes vont utiliser l'arme qu'ils utilisent toujours face aux Québécois en parlant de la question nationale, c'est la peur. C'est la seule façon qu'ils ont de convaincre les Québécois de rester au Canada, c'est en leur faisant peur avec des arguments comme la péréquation et, entre autres, la monnaie canadienne. La réalité, c'est que si le Québec devient souverain et qu'il veut continuer à utiliser le dollar canadien, le Canada en sera le plus heureux du monde parce que sinon, ça veut dire que le Québec devrait se départir de ses dollars canadiens. Et les dollars canadiens sont un bien comme un autre sur les marchés internationaux. C'est d'ailleurs les devises qui sont les biens les plus échangés dans le monde. Et si le Québec devait vendre tous ses dollars canadiens pour acquérir ou adopter une autre monnaie, une autre devise, le Canada perdrait le quart de sa masse monétaire qui serait en vente sur les marchés et ce serait un choc technique absolument affreux pour l'économie canadienne. Donc le Canada serait la première nation à souhaiter qu'on conserve le dollar canadien, malgré ce que les fédéralistes nous disent qu'ils ne voudraient pas qu'on l'utilise. C'est évidemment du bluff pour faire peur aux Québécois. Suite à ça, le Québec aurait le choix de garder le dollar canadien, pourrait même utiliser le dollar américain, l'euro, le yen, s'il le voulait, parce qu'il n'y a aucune nation qui peut empêcher une autre nation d'utiliser sa devise. C'est des marchés qui sont complètement libéralisés. Et comme je le disais, de toute façon, le Canada souhaiterait fortement qu'on conserve le dollar canadien. Et dans le court terme, ce serait peut-être la meilleure idée, en fait, parce que notre économie fonctionne déjà avec cette monnaie-là. Et ça pourrait, en fait, dans le court terme, être la devise qu'on conserve et voir par la suite si on veut créer un dollar québécois ou adopter une autre devise qui existe. Ça, je rappelle d'ailleurs qu'il y a des capsules sur YouTube où ces arguments-là sont repris, sont étayés. Mais la question parlait aussi sur l'armée. L'armée canadienne. L'armée. Ça, on a dit souvent aussi que le Québec n'aurait pas les moyens de se payer une armée, alors que l'armée canadienne, telle qu'elle existe, a été payée à peu près au quart par les impôts québécois. Donc, le Québec possède déjà à peu près le quart de l'armée canadienne, si bien que lorsqu'on devient souverain, soit ça nous revient, ou soit on est compensé pour ce qu'on n'obtient pas et qu'on a payé. Parce que dans les négociations, les gens oublient souvent que oui, il y a la dette fédérale qu'il faudrait prendre dans notre proportion, mais aussi la proportion de tous les actifs fédéraux qu'on a aidé à payer et à bâtir avec nos impôts québécois. Donc, quand on fait une proportion de tout ça, évidemment, ce n'est pas une grande dette qui nous reviendrait et aucun actif. Donc, l'armée ferait partie de ces négociations-là. Et soit on obtient l'armée proportionnelle qu'on a déjà, de par notre population, ou on est compensé financièrement pour que le Canada garde ce qu'on a payé nous-mêmes. Donc, c'est sûr que sur le plan de l'armée, si le Québec voulait se payer une armée similaire à celle qu'on a déjà, on pourrait. Ceci dit, je pense fortement qu'un Québec souverain serait beaucoup moins militariste que le Canada ne l'est actuellement. Et je ne pense pas qu'on mettrait des dizaines, voire des centaines de milliards de nos impôts dans l'achat d'armements massifs, comme le fait le Canada actuellement avec notre argent. Donc, sur le plan de l'armée, on pourrait se payer l'armée actuelle si on le voulait, mais je pense qu'on ferait des économies sur ce plan-là et on aurait Je souhaite qu'on ait, moi, au Québec, lorsqu'on sera souverain, une force beaucoup plus d'intervention civile qu'une force d'attaque et d'invasion comme le Canada est en train de s'en équiper. Par contre, si je ne m'abuse, il y a une position d'option nationale sur la reconduction des traités dont le Québec est signataire à l'intérieur du Canada. Oui. Et dans certains de ces traités-là, je pense à l'OTAN, par exemple, il y a des engagements militaires. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aussi s'assurer de répondre à ça? Il y a la présomption de succession, finalement, voilà, qui pourrait s'appliquer et qui ferait en sorte que le Québec serait partie prenante à tous les traités, tous les accords dont le Canada faisait partie, incluant le Québec. Et ce serait un point de départ qui serait stable, de partir avec les accords qui nous touchent déjà et de voir ensuite, comme pays souverain, si on veut les reconduire ou si on veut les modifier. Donc, sur ce plan-là, le Québec ne perdrait rien et aurait tout à gagner. Y compris le Commonwealth?
Ce serait à voir. Vous savez qu'il y a des pays du Commonwealth qui ne sont pas du tout des pays anglophones. L'Inde est une république, notamment. Il y a des pays qui sont des républiques et qui n'ont plus la reine comme chef d'État et qui n'ont pas l'anglais comme langue commune et officielle, qui sont membres du Commonwealth. Le Commonwealth, en fait, est un regroupement de pays qui se rencontrent dans des compétitions sportives et diplomatiques de temps en temps. Donc, si le Québec voulait en faire partie, ce serait son choix. Ah, ça, c'est la première fois que vous entendez ça ici. Je suis sûr. On a d'autres qui nous viennent de Twitter, Facebook encore. On rappelle que dans la plateforme, il est écrit que la connaissance fonctionnelle du français devrait être un critère obligatoire pour immigrer au Québec. Que faites-vous de tous ceux qui voudraient apprendre le français une fois arrivés au Québec? Guillaume Bérubé via Twitter et Facebook. En fait, ce que ça dit, c'est que pour l'immigration dite régulière, il faudrait connaître le français pour venir vivre ici. Tout comme si vous voulez aller vivre au Japon, vous êtes mieux de connaître le japonais parce que vous ne serez pas un dossier prioritaire, je pense. Ceci dit, on exclut de ça les dossiers humanitaires ou les cas d'asile politique. Évidemment, on est un pays accueillant pour ce genre de causes-là. Mais pour l'immigration dite régulière, ce serait normal que les gens qui viennent vivre ici connaissent déjà le français et puissent fonctionner en français. Et c'est la meilleure façon de s'assurer qu'une fois sur place, ils ne vont pas choisir l'anglais. Ils ne vont pas essayer de s'insérer dans le milieu plus anglophone. Est-ce qu'à ce moment-là, un éventuel réseau d'ambassades québécoises pourrait participer à une formation au préalable avant l'arrivée? C'est clair que si les ambassades qui nous représentent à travers le monde étaient québécoises et non canadiennes, les gens s'attendraient moins à arriver dans un pays anglophone. Parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui débarquent au Québec et qui pensaient venir au Canada en anglais. Et donc, c'est sûr que je dirais la publicité ou la propagande, entre guillemets, qui est faite actuellement pour l'immigration partout au Canada, incluant le Québec, à travers le monde, c'est fait par les ambassades canadiennes. Donc, c'est évident que les gens ne sont pas aussi bien informés sur le fait français qu'ils le seraient si c'est le Québec qui se représentait lui-même. Voilà. Je voulais revenir à la question qui nous parlait de la monnaie et de l'armée. On parlait aussi des emplois fédéraux. Oui, les emplois fédéraux. Le jour où on devient souverain, on va avoir 50 milliards de plus d'impôts à gérer. Parce qu'actuellement, on les envoie à Ottawa, qui en fait ce qu'il veut. Donc, 50 milliards de plus d'impôts à gérer, ce ne sera pas fait par les fonctionnaires actuels parce que c'est quand même beaucoup d'argent et beaucoup de responsabilités additionnelles. Et on pourrait faire, par exemple, de Gatineau, qui est un pôle d'emplois fédéraux assez important pour la fonction publique, on pourrait faire de Gatineau un pôle de l'administration publique du Québec souverain, au même titre que Québec et Montréal, ce qui garantirait aux gens de cette région-là qui travaillent pour le fédéral des emplois dans la nouvelle fonction publique souveraine québécoise. Donc, les 50 milliards de plus qu'on aura à gérer amèneront des besoins en termes d'emploi et ces gens-là pourront être redirigés vers ces emplois-là. Voilà, c'est dit. À ce moment-là, l'économie se fait plus après coup un peu. Bien, en fait, c'est que le grand avantage de gérer nous-mêmes ces 50 milliards de dollars-là, c'est qu'on décide de où ils seront investis. Actuellement, par exemple, quand il y a une crise forestière au Québec, au lieu d'investir des milliards ou des centaines de millions dans notre secteur forestier, ça a été envoyé dans l'automobile en Ontario parce que c'était le bassin électoral fédéral le plus intéressant. Donc, nos impôts sont allés en Ontario pour aider un secteur automobile qui avait aussi beaucoup de problèmes. Donc, si on avait géré nous-mêmes nos impôts, bien, le secteur forestier serait sans doute déjà relevé de la crise qu'il a connue. Et c'est ce qu'on pourra faire le jour où ces 50 milliards-là seront contrôlés par un gouvernement québécois au lieu d'être envoyés hors Québec à un gouvernement qui siège en Ontario. Là, ici, on a une autre question sur un type d'investissement, en fait. Parler de ce qui est bon du plan Nord et de ses faiblesses. En bon québécois, dis-nous comment on va encore se faire avoir. Bien, en fait, c'est PL de Facebook. On pourrait ne pas se faire avoir. Le plan Nord, dans le principe de vouloir s'enrichir avec nos ressources, c'est une bonne idée, mais la structure du plan Nord est très mal faite puisqu'on n'a pas revu la structure de propriété de toutes ces ressources-là avant de se lancer dans un plan marketing comme le premier ministre Charest l'a fait à travers le monde. Donc, s'enrichir avec nos ressources, il faut le faire, sauf que le système actuel fait l'hypothèse que les compagnies privées sont propriétaires des ressources puisque c'est elles qui font la plus grande part des profits. Et ce qu'on veut faire à Option nationale, c'est nationaliser les ressources naturelles. Donc, dans le cadre d'un plan de développement des ressources naturelles, si l'État était maître d'œuvre de tout ça, c'est sûr que la collectivité en retirait beaucoup plus parce que c'est l'État qui déciderait de la répartition des richesses qui découlent d'un projet, quel qu'il soit, dans le secteur des ressources naturelles. Et l'absurde de la position du gouvernement actuel, c'est qu'il s'oppose à ce qu'on ait une société d'État qui gère nos ressources naturelles, parce qu'il dit que l'État n'a rien à faire dans le secteur minier, sauf qu'il laisse des compagnies étatiques étrangères venir gérer nos ressources naturelles ici. Donc, si l'État n'a rien à faire dans le minier, pourquoi on laisse, par exemple, une société d'État chinoise qui s'appelle Wisco venir chercher le fer québécois et s'enrichir avec notre fer, plutôt que de le faire nous-mêmes? Donc, il faut être cohérent avec ce qu'on voit sur le terrain.
Et il faudrait qu'une société d'État québécoise gère nos ressources naturelles, un peu comme ce que René Lévesque a fait avec l'hydroélectricité, c'est-à-dire nationaliser. Et l'État est devenu maître d'œuvre de tout ça en collaboration avec le privé. Mais il y a entre autres sur ce dossier-là précis, des gens qui disent que c'est précisément la raison pour laquelle il faut absolument barrer le chemin à Jean Charest et aux libéraux, le fameux appel au vote stratégique, parce qu'il est en train de signer des contrats et de lier le Québec et que c'est beaucoup plus difficile d'en sortir après que si on le laisse faire un autre mandat et que là, on va avoir les mains liées. Bien, en fait, le stratégique, c'est de s'enfermer dans l'alternance. Parce que ça fait 42 ans qu'on a les deux mêmes partis qui, à chaque élection, disent « si vous ne voulez plus du parti au pouvoir, on est les seuls à pouvoir le remplacer ». Et quand on écoute ce discours-là et qu'on reste pris dans ces menaces-là, en fait, on fait en sorte que l'alternance se poursuive. Et moi, je suis convaincu que le marasme politique actuel découle des deux partis qui alternent depuis 42 ans. C'est pas vrai que les libéraux ont que fait de mauvaises choses et que les péquistes ont que fait de bonnes choses. Je pense que les libéraux, dans les dernières années, sont champions de toute catégorie dans ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand même, il y a une alternance entre deux partis qui nous a menés à la morosité politique actuelle. Et si on cède au vote stratégique, même si on déteste le Parti libéral, on se replonge dans la même réalité. Et je pense qu'il faut avoir l'audace de voter massivement pour autre chose que ce qui alterne depuis 42 ans. Et on se débarrassera de toute façon des libéraux. S'il y avait beaucoup de députés des nouveaux partis qui étaient élus, ce n'est pas les libéraux qui formeraient le gouvernement et on se sortirait d'une pierre deux coups, de deux problèmes, celui du Parti libéral dont on ne veut plus et celui de l'alternance qui nous mène à la réalité actuelle que la politique n'intéresse plus les gens. Mais on voit que cette idée-là a du chemin à faire parce qu'on a une question qui est de Sylvie Campeau de Facebook. En quoi mon vote peut vous aider puisque je ne crois pas que votre candidat sera élu dans Masson? En fait, les votes ne sont pas perdus sur le plan du financement des partis. Quand vous votez pour le parti qui vous représente le plus, il y a un certain financement du DGEQ qui va être alloué à ce parti-là. Sur le plan de l'allocation des sièges, la seule façon de voter avec ce qu'on aime, c'est la proportionnelle. Et les deux partis qui vous menacent à chaque élection en vous disant « si ce n'est pas nous, ça va être l'autre que vous n'aimez pas », ces deux partis-là ne veulent pas de la proportionnelle. Ils veulent nous enfermer dans un système d'alternance, dans le système uninominal qu'on a déjà. Donc, il faut avoir l'audace de signaler ou de signifier à ces deux partis-là qu'on veut autre chose. Parce que si, encore une fois, on cède à leur chantage, c'est-à-dire, si ce n'est pas nous, ça va être celui que vous n'aimez pas, bien, il n'y a rien qui va bouger au Québec. Et quand deux partis ont que la peur comme argument pour rentrer au pouvoir, quand leur argument final, c'est de dire, si vous ne votez pas pour nous, ça va être un autre que vous n'aimez pas, c'est parce qu'ils n'ont plus grand-chose à proposer. Et moi, je suis convaincu qu'il y a bien des gens au Québec, par exemple, qui ont fait la boussole électorale, et que ça leur donnait Option nationale comme parti le plus proche de leurs valeurs, il faut avoir le cran et l'audace de voter pour ce qui est proche de nos valeurs. Sinon, ce parti-là, ce véhicule-là, ne sera jamais au pouvoir. Donc, il faut avoir l'audace de l'amener au pouvoir. Au pouvoir, ça, c'est bien sûr ce que chaque parti prône. On dit, une fois au pouvoir, on ferait ci, on ferait ça. Il y a aussi des possibilités d'être la balance du pouvoir dans un gouvernement minoritaire. Oui. Moi, je suis curieux de savoir comment Option nationale se positionne dans cette perspective-là. Si jamais on détenait la balance du pouvoir, on serait tout à fait ouvert à discuter de chaque dossier que le gouvernement minoritaire mettrait de l'avant. Et dans chaque cas, comme je le disais au tout début, c'est l'intérêt collectif qui primerait. Si l'intérêt collectif nous demande qu'on appuie un projet, on le ferait. Sinon, on combattrait le projet. Et c'est ce que tous les partis devraient avoir comme projet, en fait. Tout ce qui est bon pour l'intérêt collectif devrait être mis de l'avant. Et quel que soit le parti au pouvoir, les autres partis devraient collaborer quand c'est bon pour la collectivité. La seule question qu'un gouvernement doit se poser, c'est qu'est-ce qui est bon pour la collectivité? Et malheureusement, on s'est détaché de ça ces dernières années. Et la question qui revient le plus souvent dans ces cercles stratégiques-là, c'est qu'est-ce qui est bon pour notre réélection? Et ça mène encore une fois à la politique un peu morose qu'on a connue ces dernières années. Puis il faut revenir à la chose noble et belle qu'est la politique à la base. Et c'est des nouveaux partis qui vont ramener ça au Québec parce que les vieux partis, comme le disait René Lévesque lui-même, vieillissent mal. Les partis en général vieillissent mal et deviennent plus opportunistes qu'intéressés à la chose collective. Et c'est des nouveaux partis qui vont changer la politique au Québec. On voudrait simplement rappeler, on termine bientôt cette web-diffusion, qu'elle sera demain publiée sur ondébat.com, onblog.com et sur la page Facebook d'Option nationale. Peut-être un mot de la fin, Jean-Martin, sur cet exercice de mener un débat parallèle. Est-ce qu'il y a un espoir d'avoir d'autres débats auxquels tu pourrais être invité pour la suite de cette campagne? Comme les autres débats commencent dès demain et cette semaine et que ça a été signé dans leur forme avec les partis qui y participent, il y a pas, je ne pense pas qu'on soit invité demain soir au débat de mardi.
Donc, ce qui est dommage, en fait, c'est que si on avait pu interagir avec les autres chefs et faire valoir nos points et peut-être des fois corriger aussi le tir quand ils disent des choses qui ne sont pas exactes, ça aurait été beaucoup plus efficace pour la population qui se demande pour qui voter le 4 septembre. Et il manquait clairement une voix aujourd'hui au débat des chefs. Et en fait, c'était un débat de chefs, ce n'était pas le débat des chefs puisqu'il en manquait un. Et je pense que si notre voix avait pu être entendue, les gens auraient eu un éventail beaucoup plus large de ce qui est disponible pour eux le 4 septembre. Pardon. Et comme je le disais, dans plein de dossiers, le débat a été superficiel. Par exemple, sur la question nationale, on s'est accusé d'être fédéraliste ou souverainiste sans parler des arguments de pourquoi on devrait être souverainiste ou fédéraliste. Et nous, on aurait voulu parler de ça avec les autres chefs. Sur le plan des redevances aussi, on s'est enfermé dans un débat sur le plan des ressources naturelles, pardon, on s'est enfermé dans un débat sur les redevances. Et nous, on aurait voulu parler de nationalisation et d'amener les arguments en faveur de la nationalisation. Même chose pour la gratuité scolaire, qui a été absolument évincée de ce débat-là, je pense, malgré le printemps qu'on a connu. Donc, si on avait été là, on aurait certainement enrichi le débat par des positions qui n'ont pas été discutées ce soir. Et c'est malheureux. Et donc, on a essayé d'être très actifs sur les réseaux sociaux pour compenser ça. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Voilà, merci Jean-Martin Hossan, chef d'Option nationale, de t'être prêté à cet exercice. Merci à vous d'avoir suivi les auditeurs de cette web-diffusion et de nous avoir envoyé vos questions. Je dis à tous une bonne suite de campagne. Informez-vous, parlez-en autour de vous et votez, c'est important. Même peu importe pour qui, c'est important. Et à ne pas oublier que la seule arme pour contrer la division du vote souverainiste, c'est la multiplication du vote souverainiste, c'est mathématique. Bonne fin de soirée.